Allez, je t'embobine. C'est quoi votre rôle? Qu'est-ce que vous allez faire avec ce que vous allez apprendre ou connaître concrètement? Vulgariser les Prenez, s'il vous plaît, et si quelqu'un veut intervenir pour qu'on organise un peu vos réactions. Et Akram va vous donner chacun. D'accord. Levez les mains. C'est vulgariser un petit peu l'économie circulaire. Vulgariser pour qui? Auprès de la population, des enfants, des... Pour qui et pourquoi? Oui. C'est par rapport à son importance, sur le plan économique, sociétal. D'accord. Il y a plusieurs raisons. Par exemple, il y a une responsabilité sociétale, les sociétés, une responsabilité sociétale le journaliste. Le journaliste, il doit être engagé dans plusieurs choses qui marquent l'environnement. Et aussi, on parle aujourd'hui de journalisme de solution. Le journaliste qui va rapporter ce qui se passe, les informations. mais ce n'est pas seulement les informations, mais il peut aussi circuler des résultats, des solutions, et des experts, et pour les circuler, il doit participer à des sessions de formation, il doit contacter les experts. On a deux objectifs et après les résultats. Le premier objectif, c'est pour s'informer, pour avoir plus d'informations, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire le concept de l'économie circulaire, et après pour circuler l'information. Donc nous sommes un noyau dur pour les résultats, pour la circulation de l'information en tant que média. D'accord. Mais pour qui? Quelle audience? Bien sûr, l'audience, c'est à choisir. C'est à nous, en tant que médias, de choisir la cible, soit les mamans, les jeunes, les entreprises, tout dépend. D'accord. Si on revient, vous avez été bombardé de définitions d'économie circulaire, économie linéaire, etc. D'après vous, qu'est-ce qui ralentit le changement? Pourquoi le changement doit se faire, mais il est si difficile à installer ou à implémenter? Peut-être ce qu'on appelle bien la zone de confort. Et les sociétés, les personnes aussi ne veulent pas sortir de cette zone de confort. C'est un peu difficile. Et aussi, pour faire l'économie circulaire, il faut investir. Il y a des gens qui ne veulent pas investir, ils veulent continuer comme ça. D'accord. Au niveau de la politique, au niveau des décideurs, il faut information. Même pour les décideurs, on a vu qu'il y a eu beaucoup de stratégies, mais qui peinent à être implémentées. L'économie circulaire, c'est une actualité maintenant, tout le monde, tous les pays européens parlent de l'économie circulaire, sauf que un tout petit peu pour la Tunisie. Donc il faut sortir l'information, il faut vulgariser le concept et après. D'accord. Mais le concept, il est vulgarisé pour vous? C'est quoi la différence entre l'économie linéaire, l'économie verte et l'économie circulaire pour vous? L'économie linéaire, c'est quoi? C'est l'économie consommée, jeter. D'accord, c'est extraire, Voilà, extraire, consommer, jeter. produire, consommer, jeter. D'accord. Et l'économie verte alors? C'est partie de l'économie. Produire sans Par rapport à l'économie linéaire, c'est produire si on la compare. sans polluer. Voilà. On est toujours dans une économie linéaire. Et c'est ce qu'il faut faire, la distinction quand on parle d'économie conventionnelle linéaire, économie verte, économie circulaire. C'est très important de distinguer après entre les trois. Quand on est dans une économie verte, on est toujours dans extraire, produire, consommer, jeter, mais on rajoute recycler ou surcycler. Et là, on est plus sur une efficience et de réduire l'empreinte écologique ou l'empreinte énergétique. Mais on est toujours dans un paradigme linéaire, c'est-à-dire qu'on a rajouté à l'économie conventionnelle la partie d'efficience, on est plus efficient au niveau des déchets et au niveau énergétique. Sauf que l'économie circulaire, c'est totalement un changement de paradigme. On n'est plus dans un concept linéaire, mais on est dans une boucle fermée, circulaire. Mais qu'est-ce qui fait la différence de ce passage de l'économie linéaire, même verte, vers l'économie circulaire? Il y a une notion magique qui fait ce passage et ce changement de paradigme. C'est quoi pour vous? On a dit, on était sur le linéaire, on devient sur une boucle fermée qui est l'économie circulaire.
Qu'est-ce qui a fait qu'on peut dire qu'on est d'un passage d'une économie linéaire et même d'une économie verte vers une économie circulaire? Pour fermer le cercle, tout simplement. Qu'est-ce qui ferme le Transformer la cercle? ligne vers un cercle. Qu'est-ce qui ferme le cercle? C'est la La revalorisation. volonté politique. Pas du tout. Il y a une notion qui va disparaître. Jeter. Déchets. Ouais, Déchets. il y aura plus de C'est le mot magique qui disparaît pour dire qu'on est dans une économie circulaire et qu'on est dans une boucle fermée. En fait, on va voir un concept qui s'appelle le biomimétisme. Et est-ce que vous savez que la nature ne produit pas de déchets? C'est une vérité simple, mais qui est parfois méconnue. La nature ne produit jamais de déchets. La nature, elle est basée sur l'équilibre des écosystèmes. Et l'économie circulaire, elle s'inspire de ce concept-là. Et ce qui est important à retenir pour l'économie circulaire, par rapport à l'économie linéaire, même par rapport à l'économie verte, c'est que la notion de déchet n'existe plus. Dire, est-ce que c'est important de passer à l'économie circulaire? On vous a donné beaucoup de chiffres. Moi, je vais vous donner des dates. Et pourquoi ce passage qui est obligatoire, il est nécessaire maintenant? Est-ce que vous connaissez la notion de jour de dépassement? Ce qu'on appelle le Oui. overshoot day. C'est quoi? C'est le jour où les ressources de la Terre ne sont plus suffisantes. C'est à C'est-à-dire, peu près ça. Hein. Donc, Donc, je je ne Sur rappelle plus la l'exploitation. définition notamment, mais... mais par rapport à c'est, quelle date? C'est une date symbolique en fait. Et oui, par rapport à quoi? actuellement, On parle est- des ressources renouvelables Oui, pendant actuellement, une année. Actuellement, on est au mois d'août, si D'août. je me rappelle bien, au fin juillet, quelque chose comme ça. Là, on est le 1er Ça dépend août, des le pays. 2 août. Voilà. Et ça régresse chaque année. On perd Sauf le des temps du jours. Covid, on a gagné un peu de temps. Ouais. Mais on n'est plus en équilibre entre l'exploitation des ressources et ce que la Terre est capable, des ressources renouvelables qu'on peut disposer au bout d'une année. C'est-à-dire, dans les années 70, on était quasiment dans un équilibre parfait. À partir des années 70, on a commencé à voir ce déséquilibre. Et au départ des années 70, on était sur un déséquilibre qui progressait un peu lentement. Maintenant, on est à un jour de dépassement en mois d'août. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'on est en jour de dépassement en mois d'août? C'est-à-dire qu'on a consommé, Notre Les- crédit. c'est qu'en mois d'août, on a consommé ce qu'on devait consommer en fin de décembre. 31 décembre. Mais on vit à crédit. Mais on vit à crédit à dos de qui? Génération future. C'est les générations futures. C'est-à-dire, elle est كيف حق ولدي وولد ولدي وانتم كيف كيف. Mais est-ce que les gens sont conscients de ça? Pas tous. Les jeunes sont conscients de ça. Pas Les tous. jeunes. Pas tous, pas nécessairement, Pas parce tous. que on est encore dans un paradigme, et là je reviens à votre rôle en tant que Les journaliste. jeunes هم اللي يناديوا بالchangement هذا. La prévoyance, j'ai la paix من عندهم. On est dans une société de consommation et de surconsommation. On prise et on valorise l'appropriation des choses. C'est-à-dire, notre système de valeurs fait qu'on valorise les gens par rapport à ce qu'ils possèdent. Par rapport à leur voiture, par rapport à leur maison, par rapport aux outils qu'ils ont, par rapport aux vêtements. On est dans une société de consommation et de surconsommation. Et nos valeurs sont basées sur ça. Et si on veut changer de paradigme, il faut changer de mentalité. C'est-à-dire le changement n'est pas difficile au niveau technique. Il est plus difficile au niveau des mentalités. Et pour créer le changement, c'est au niveau de la consommation et au niveau de la production. Et quand je vous dis vers qui, ça doit être au niveau du consommateur et au niveau de l'entreprise. Et il y a un paradigme de changement qui peut être très intéressant. Ce qu'on appelle ADKAR. ADKAR, c'est quoi? C'est awareness au départ, c'est-à-dire c'est la prise de conscience. D, c'est la désirabilité, c'est de donner désir aux gens qu'ils soient partie du changement. K, c'est le savoir, c'est-à-dire qu'il faut savoir comment on peut faire ce changement. A, c'est ability, c'est donner la capacité, c'est-à-dire c'est de transformer le savoir en quelque chose de concret qu'on peut déployer. C'est-à-dire, quand on transforme le savoir en quelque chose qu'on peut déployer, ça devient une capacité.
Et le dernier, c'est de Arthur Reinforcement. Et là, on célèbre les changements. Et ça, on rejoint le journalisme positif et le journalisme de changement. C'est-à-dire qu'il faut célébrer, un, des modes de production qui sont responsables, deux, des modes de consommation aussi qui sont responsables. Il y a un paradigme de vulgarisation, mais il y a aussi un paradigme de faire valoir ce qui se passe sur le terrain et qui a de l'impact. Et là, je crois, c'est un des rôles essentiels du journalisme positif et de votre rôle à vous. Une notion qu'on n'a pas mentionnée tout le long de la journée à propos de l'économie circulaire, c'est que, à la différence de l'économie conventionnelle et de l'économie linéaire, quand on est dans une économie linéaire, on est plus dans un entrepreneuriat ou dans une logique d'entreprendre qui est en silo. C'est-à-dire l'entrepreneur, c'est un héros solitaire. Quand on revient à l'économie circulaire, on parle de portefeuille de projet. On ne parle plus d'entrepreneur solitaire. C'est-à-dire qu'on a dit que le concept essentiel, c'est que la notion de déchet disparaît. Il n'y a plus de déchets. Il n'y a même pas la notion de zéro déchet. Déchet, ça n'existe pas en économie circulaire. Alors, ce qui était supposé être un déchet pour une entreprise, en économie circulaire, il devient une ressource pour une autre entreprise. Ou pour la même entreprise, ou pour une autre entreprise. Et c'est pour ça qu'on parle de portefeuille de projet. C'est-à-dire, moi, si je produis un sous-produit, il n'y a plus la linéarité. C'est-à-dire, je ne le jette plus. Il est récupéré ou par moi-même dans un autre processus de fabrication, ou par une autre entreprise qui l'utilise en tant que matière première. Et là, on ne fonctionne plus en silo, mais on fonctionne plus en portefeuille de projet. Mais le portefeuille de projet demande aussi une collaboration, une intelligence collective, et parfois, on a besoin de ce qu'on appelle des connecteurs d'innovation ou des connecteurs de changement. Et c'est là où le rôle des journalistes il est primordial. C'est-à-dire, un, de vulgariser, c'est donner l'awareness, la prise de conscience, deux, de donner de la désirabilité, mais trois, aussi de donner du savoir et des capacités pour que on crée une communauté de créateurs de changement, on crée un mouvement de changement. Et ça ne peut pas être au niveau individuel, mais ça doit être au niveau communauté, au niveau de mouvement de changement. Et ça ne peut pas se faire s'il n'y a pas ce qu'on appelle des connecteurs de créateurs de changement ou des connecteurs d'innovation sociale. Et c'est là votre rôle primordial. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur l'information, mais on est au-delà de l'information. On doit faire une prise de conscience, on doit donner de la désirabilité aux gens pour qu'ils créent le changement, on doit donner après le savoir, les ressources, comment ils peuvent créer ce changement, peut-être accompagner aussi la capacité de comment ils peuvent acquérir cette capacité, et on doit célébrer les gens qui créent l'impact. Mais comme je reviens à dire, c'est à deux niveaux. C'est-à-dire, c'est au niveau de la consommation et au niveau de la production en même temps. Et ça demande avant tout, c'est-à-dire la technicité, elle est là. Et on va voir quelques modèles ou quelques paradigmes pour créer ce changement de paradigme vers l'économie circulaire. Mais ce qui manque parfois, c'est la mentalité. C'est de donner cette conscience aux gens. Auparavant, Cyriade, il a dit pourquoi on participe. C'est-à-dire, on n'a pas une grande responsabilité. C'est pas vrai. Chacun de nous, il est responsable. Notre mode de consommation de vie fait qu'on est dans un paradigme d'économie linéaire et on n'est pas conscient qu'on ne peut pas vivre aux dépens de la nature, on ne peut pas vivre contre la nature. La nature, elle s'équilibre. C'est-à-dire, où nous, on s'adapte à la nature, où la nature va nous éliminer. Comme elle a éliminé les déchets autrefois, si nous, on devient nous-mêmes des déchets parce qu'on produit du déchet, elle va finir par nous éliminer. C'est aussi simple que ça. Comme les dinosaures. Est-ce que vous savez que l'oxygène, à un certain moment, était un déchet? C'est-à-dire, le bois et l'oxygène étaient un déchet. Et la nature est arrivée à équilibrer et créer des êtres vivants qui consommaient cet oxygène. C'est-à-dire, on consomme du déchet alors. Oui, mais qui n'est plus considéré comme déchet. Mais à un certain moment dans l'histoire de la vie de la Terre, l'oxygène était quelque chose qui est produit en surplus. Dans les crises biologiques. Dégagé par les plantes. On revient que chaque élément de la nature, il a un rôle. Et l'interdépendance des éléments dans la nature. Et c'est ce même concept qui est repris dans l'économie circulaire. C'est-à-dire, on revient aux basics, à l'origine. Ce qu'on a fait, nous, c'est de créer un système qui était dénaturé. C'est-à-dire, on a cassé cet équilibre.
Et à nous maintenant de revenir vers cet équilibre. Mais pour revenir vers cet équilibre, je réitère votre rôle en tant que facilitateur d'innovation, facilitateur de créateur de changement, il est primordial. Parce que la prise de conscience se fait essentiellement par des corps intermédiaires comme le journalisme, comme les gens qui veulent créer de l'impact, etc. Et votre rôle, il est primordial par rapport à ça. Justement. Il faut changer les mentalités. Si le changement doit y avoir, il passera certainement et primordialement par le changement de mentalité avant tout. Parce que la technicité, je le dis toujours, elle existe. C'est-à-dire techniquement, ça peut se faire. Mais on ne le fait pas parce qu'on est dans notre zone de confort, on aime bien consommer, les entreprises aiment bien faire du profit derrière la nature, etc. Mais si on veut changer de paradigme, on doit changer de valeur avant tout, et après adapter la technicité et le savoir-faire qui existe. Là, je me rappelle de la citation d'Einstein quand il dit c'est plus facile de briser un atome que de briser un préjugé. Là, je dirais plutôt que de briser des mentalités. Là, les mentalités de l'économie classique et linéaire. Donc, ça c'est très difficile à changer. Donc, là, on voit très bien le rôle du journaliste qui sera un médiateur, un vecteur de changement, justement. Et ça part, c'est aussi une boucle fermée. Ça part de la prise de conscience à la célébration de ceux qui sont en train de créer l'impact. En sociologie, excusez-moi, on ne change pas de valeurs. Les valeurs sont stables. Mais leur importance est différente d'une société à une autre, d'une période à une autre. On change l'importance de cette valeur. القيمة متاع الرجولية هي البيئة ستار. Sauf que là, la valeur qui est dominante maintenant, c'est la valeur de consommation et de surconsommation. On va passer à une consommation qui est responsable. هي نيجاتيف مي احنا اعطيناها فالور رفعنا في قيمتها معناها الديفينيسيون هي بيدها مي ترتيبها هو اللي قاعد يختلف. احنا حطيناها في مرتبه الدنيا لازم ترجع في المرتبه العليا اللي كانت فيها. نحكي تفسير سوسيولوجي. J'ai combien de temps encore? Il reste 10 minutes à 18h. D'accord. Est-ce que vous voulez qu'on revienne sur certains concepts par rapport à ce que j'ai expliqué, par rapport à la circularité, la boucle fermée, etc., comme l'éco-conception ou l'économie de fonctionnalité, d'usage? Qu'est-ce qui vous intéresse? Parce qu'il y a eu beaucoup de définitions. Est-ce que vous avez des définitions que vous voulez qu'on revoie ensemble? Par exemple, qu'est-ce que vous retenez de l'éco-conception? Évaluer les impacts. C'est quoi comme méthodologie l'éco-conception? C'est-à-dire éco-concevoir un produit avant de le fabriquer. C'est quoi? On avait deux interventions avant qui ont parlé de ça. Qui ont parlé de l'éco-conception, oui. C'est comme une étude de faisabilité, non? Pas vraiment. Ça inclut le cycle de vie des produits ou des services qu'on va faire. De produits. Ouais. L'étude du contexte du produit. Je ne sais pas comme l'éco-conception. Qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce que vous avez retenu par rapport à l'éco-conception? C'est pas un quiz, c'est gratuit. Il n'y a pas de... Lorsqu'on inclut l'innovation dans l'économie circulaire. Ça, c'était plutôt sur l'éco-innovation, c'était pas sur l'éco-conception. C'est l'identification du produit dans son contexte. C'est-à-dire? يعني تشوف tous les facteurs entourés du produit, tout l'impact بتاعه, s'il a un impact social, environnemental. Dima, la notion essentielle, c'est l'économie circulaire, c'est l'économie à boucle fermée. Oui. Qu'est-ce qu'on doit éliminer? Dima, les déchets. Et comment on peut l'éliminer grâce à l'éco-conception? C'est-à-dire, si moi je vais concevoir un produit, qu'est-ce que je dois faire avant? Je dois prévoir son impact environnemental. Un outil essentiel de l'éco-conception, est-ce mon analyse de cycle de vie? Gestion de la ressources. Je dois prévoir que ces déchets doivent être des ressources. J'ai plusieurs Moi j'ai noté. matériaux que je peux utiliser. Parmi les principes L'éco-conception. qui ont été évoqués par exemple, c'est produire un produit à partir d'une seule ressource. Parce que son recyclage est plus facile. Il ne faut pas multiplier les... Non, il ne faut pas multiplier le nombre de Ce qui est parfois difficile à faire.
Vu la complexité parfois, etc., c'est un peu difficile à faire. Une chaise, par exemple, peut produire une chaise à partir d'un seul produit, par exemple. C'est facilement recyclable en fin de vie. Par exemple, si on utilise le matériel ou les matériaux locaux, on élimine le transport, perte de temps, perte de... Ce qu'on appelle les filières courtes. Et il y a d'autres paramètres, je pense, qui font cet ensemble de l'éco-conception. On commence par l'extraction et l'approvisionnement. L'approvisionnement, c'est de privilégier tout ce qui est local et tout ce qui est filière courte. Et l'extraction, qu'est-ce qu'on privilégie? On privilégie des matériaux qui peuvent être recyclés. Et de voir le taux leur taux à quel taux on peut les recycler. C'est-à-dire, il y a un matériel qui est recyclable à 50%, la filière existe, il y a des matériaux qui sont recyclables à 70, à 80, à 90%, etc. C'est-à-dire, dès le départ, je vais opter pour des matériaux qui ont un taux qu'on peut les recycler au mieux, avec un taux, le taux le plus élevé. Mais, c'est pas seulement ça. Si j'arrive aussi en amont, je dois penser en aval. La partie qui n'est pas recyclée doit aussi être prise en compte dès l'éco-conception. Comment je peux la réintégrer après? Est-ce que ça va être du surcyclage? Est-ce que ça va être comment je peux reprendre la partie qui n'est pas recyclée et comment je peux la déployer? Et c'est d'arriver à 100% de matériaux qui sont récupérables. C'est-à-dire ou en amont ou en aval. C'est-à-dire prendre en compte à quel taux je peux la recycler et prendre en compte aussi la partie qui n'est pas recyclable, comment je dois la récupérer et qu'est-ce que je dois en faire pour arriver à ne pas produire de déchets. Il faut souligner que tout ça doit être pris en considération avant de fabriquer le produit. C'est pour ça qu'elle s'appelle éco-conception, c'est-à-dire c'est au niveau de la conception qu'on commence à réfléchir à ça. Le reconditionnement, est-ce qu'il fait partie de ça? Bien sûr, c'est-à-dire c'est pourquoi j'ai dit en amont et en aval. On prend le taux de matériaux qu'on peut recycler en amont et à quel taux on peut le recycler à 70%, à 80%. Si je suis sur un matériel à 80%, j'ai 20% que je dois après réutiliser, reconditionner, etc. Mais c'est aussi le droit de réparation, d'éliminer l'auto-obsolescence. C'est quoi le droit à la réparation? Est-ce que vous savez qu'une ampoule en 1900 avait une durée de vie plus longue qu'aux ampoules modernes? Et on revient aussi, ce n'est pas une question technique, c'est plus une question d'utilisation. C'est-à-dire, si vous achetez par exemple une imprimante, elle a un nombre d'utilisations qui est limité dès le départ. Pour si elle arrive à un certain nombre d'utilisations de feuilles imprimées, elle s'arrête. C'est-à-dire qu'elle ne s'arrête pas techniquement, mais c'est ce qu'on appelle l'auto-obsolescence, c'est ce qui incite les gens à acheter du nouveau. Là, on commence, il y a des législations qui sont installées qui parlent de droit à la réparation, c'est-à-dire qu'on élimine l'auto-obsolescence, mais qu'aussi on met à disposition les pièces de rechange nécessaires pour pouvoir réparer. Garantir la continuité de l'entreprise aussi. Parce que l'entreprise, quand elle implante un logiciel, par exemple l'iPhone, ne te permet pas d'installer des applications. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle te dit achète le nouveau iPhone qui coûte plus cher. Je pense que vous avez tous suivi le scandale concernant Apple par rapport à ces produits. C'est purement commercial. Du marketing, exactement. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres concepts que vous voulez qu'on revisite ensemble? L'économie bleue. L'économie bleue, c'est l'économie des mers. C'est-à-dire c'est une économie qui peut être... Parfois, c'est aussi... On ne l'a pas vu jusqu'à maintenant, l'économie bleue. C'est une économie qui est basée sur les économies ou de mer ou des zones côtières, c'est-à-dire une économie qui est basée sur les ressources maritimes ou côtières. C'est aussi simple que ça. La plupart du temps, c'est de l'économie verte, mais qui est, comme j'ai dit, appliquée aux économies de mer et zones côtières. Sauf que entre les deux, c'est-à-dire parfois c'est une économie linéaire, parfois c'est une économie circulaire. Mais quand on est dans une boucle fermée, l'économie bleue, elle est circulaire. Quand on est dans une économie linéaire, elle reste. C'est-à-dire l'économie bleue, essentiellement, c'est une économie qui se base sur les ressources maritimes ou les ressources des zones côtières, c'est-à-dire c'est des ressources naturelles. Et la plupart du temps, il y a une tendance vers le développement durable, mais c'est une économie
qui n'est pas véritablement définie sur une économie linéaire ou circulaire. Tout dépend après des usages qu'on fait. Et par exemple, j'ai parlé de biomimétisme, et c'est le renouvellement des ressources qui sont renouvelables. Est-ce que vous savez, par exemple, les baleines, comment ils chassent les poissons? C'est-à-dire, les baleines font des rideaux de sang qui distinguent les poissons gravides des poissons non gravides. C'est-à-dire qu'ils distinguent les poissons qui ont des œufs par rapport à des poissons qui n'ont pas des œufs. Et comme ça, ils peuvent séparer. C'est bien pour leur survie à eux. C'est-à-dire ils ne vont pas éliminer leurs sources de nature. Ils ne vont pas prendre les poissons qui sont gravides. Ils vont chasser seulement les poissons qui ne sont pas gravides. Et c'est ça l'équilibre. C'est-à-dire ils sont conscients, et ils ont plus grande conscience que nous, les humains, qu'on ne doit pas toucher aux ressources, qu'il doit y avoir une régénération des ressources qui sont nécessaires à leur survie. Et c'est peut-être ce niveau de conscience, on n'est pas nous, arrivés humains, à le comprendre. L'essentiel n'est pas on a parlé de changement et on a parlé beaucoup de stratégies qui existent sur les stratégies, que ce soit l'économie verte, l'économie circulaire, etc. Et on a de la peine à les appliquer. Et je ne crois pas que le changement va venir de haut. Le changement doit venir du bas, et peut-être c'est un changement hybride. Mais les gouvernements, c'est des machines lourdes, ce n'est pas des laboratoires d'innovation. Les décideurs ont parfois d'autres priorités que la priorité stratégique à long terme, etc. Il y a parfois des enjeux politiques, géopolitiques, etc. Mais si on arrive à impulser le changement d'en bas, c'est-à-dire au niveau du consommateur, au niveau de l'entreprise, c'est le changement qui est plus durable. C'est-à-dire on a vu beaucoup de COP qui sont passés, beaucoup de tractations, beaucoup de négociations, etc. Mais le changement, il est très lent. Il faut revenir à la base qui peut produire véritablement le changement, d'où on peut l'impulser. C'est au niveau de l'entreprise. Et là, il faut revenir à l'importance de l'entreprise. La seule entité capable de créer de la valeur économique, c'est l'entreprise. Ni les gouvernements, ni les associations créent de la valeur économique. Ils transforment la valeur économique. C'est-à-dire, l'entreprise, elle seule, est capable de créer de la valeur économique. Mais elle la crée comment? C'est-à-dire, parfois, et tant qu'on est dans un paradigme d'économie linéaire, elle la crée aux dépens des ressources naturelles. Et il y a un couplage entre la croissance économique et l'extraction des ressources. C'est-à-dire, si on doit avoir une grande croissance, on doit consommer beaucoup de ressources. Il faut créer ce découplage. Mais si l'entreprise est dans un paradigme conventionnel, son seul pilier, c'est le profit. Et c'est d'aller, ce que Giorgio a appelé le triple bottom line, c'est d'aller vers des modèles qui sont dans le développement durable, dans le triple bottom line ou dans le double bottom line. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le pilier profit, il est nécessaire pour créer la valeur économique. Et il doit exister toujours. On ne peut pas éliminer l'entreprise et on ne peut pas éliminer le profit. Mais il faut ajouter peut-être un autre pilier. Et quand on parle de triple bottom line, on a ce qu'on appelle profit, people and planet. Profit, c'est le pilier profit. Planet, c'est l'environnement, c'est la planète, c'est les ressources naturelles. And people, c'est la communauté, c'est les gens. On peut être sur ce qu'on appelle un double bottom line, c'est-à-dire on a le profit et on a ou planet ou people, c'est-à-dire on a un impact économique et on a un impact ou sociétal ou environnemental. Ou encore mieux, on peut être sur les trois piliers et on a le profit et l'impact environnemental et sociétal. Mais je le dis toujours, et c'est un des rôles du journalisme aussi, c'est de faire valoir l'entreprise, mais une entreprise qui a un impact, une entreprise qui est responsable. Une entreprise qui n'a pas seulement le profit, mais qui a un double ou triple impact, qui est sociétal ou environnemental, ou sociétal et environnemental en même temps. Vous avez des questions? Ça serait parfait si on clôture, parce que les gens ils sont... La moitié se sont retirés. Je vois. La circularité est devenue linéaire. Et si vous avez des questions, je me ferai plaisir à vous répondre. Sinon, merci. Je vous remercie.